justement l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Comment en est-on arrivé jusqu'à ce que les deux parties paraphent cet accord et quelles sont les craintes à avoir notamment quant à la gestion des ressources minières dans la partie est de la République démocratique du Congo dans le cadre de cet accord? On voit tout ceci dans cet élément et on se retrouve juste après pour en débattre. L'air de l'Est congolais, souvent lourd de la poudre de conflit, souffle désormais un vent d'espoir teinté d'incertitude. Les récents paraphes d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis soulèvent une question cruciale à Kinshasa et dans les provinces minières. Cet accord, dont le détail précis reste confidentiel mais qui inclut manifestement un volet minier, peut-il enfin transformer les richesses du sous-sol congolais en véritable levier de développement plutôt qu'en malédiction? Et à quel prix pour la souveraineté congolaise? Le secteur minier artisanal prédominant dans certaines zones de l'Est est souvent synonyme de conditions de travail précaires, d'exploitation et de risques sanitaires et sécuritaires élevés. Un accord de paix, s'il est accompagné d'une volonté politique forte de formaliser ces secteurs, pourrait améliorer significativement le quotidien de créateurs artisanaux. Cela passerait par une meilleure réglementation de formation aux normes de sécurité et un accès à des marchés équitables. Cependant, l'enthousiasme est tempéré par de profondes inquiétudes, voire une vive indignation, notamment en ce qui concerne le rôle que le Rwanda pourrait jouer dans la gestation future de richesses minières congolaises. Si l'accord prévoit une coopération minière, il est légitime de se demander si cette coopération ne se traduira pas par une sanctuarisation de bénéfices du Rwanda issus de l'exploitation de ressources congolaises parfois pillées pendant des années. Pour plusieurs Congolais, il est inacceptable que le Rwanda, accusé de soutenir de groupes armés qui déstabilisent l'Est de la RDC et profitent des exploitations illicites de minerais, puisse désormais légitimer sa présence dans la chaîne de valeur. Voir le Rwanda devenir un bénéficiaire officiel de ces ressources, même sous couvert d'un partenariat, serait perçu par beaucoup comme une prime à l'agression et au pillage. Cela signifierait que des années de souffrance et de spoliation économique pourraient être effacées par un accord qui, au lieu de sanctionner les pratiques illégales, les institutionnalise. Ces scénarios, loin de renforcer la souveraineté économique de la RDC, pourraient au contraire la diluer et la compromettre gravement. La République démocratique du Congo a le droit inaliénablement de contrôler et de tirer pleinement profit de ses propres ressources naturelles. Tout accord qui accorderait au Rwanda un accès privilégié ou de part de revenus sur des minéraux issus de son propre territoire sans une véritable réparation de préjudices passés est une garantie de non-ingérence future, serait une victoire amère et une trahison des intérêts nationaux. La transparence de clause de l'accord sera donc essentielle. Même la transparence ne saurait justifier un engagement qui légitime la présence d'un acteur perçu comme prédateur économique sur le sol minier congolais. Pour que cet accord soit une réussite pour la République démocratique du Congo, il faudra s'assurer que le terme soit non seulement équitable, mais qu'il corrige aussi les injustices historiques et que le bénéfice profite avant tout et sans équivoque aux citoyens congolais. Rebonjour Tony Dimendila. Bonjour. Merci beaucoup une fois de plus d'être là. La République démocratique du Congo, on l'a vu avec le Rwanda, ont donc paraphé cet accord qui va être signé incessamment d'abord par le ministre des Affaires étrangères avant qu'une grandiose cérémonie n'intervienne au mois de juillet à la Maison Blanche pour les deux chefs d'État. Tout d'abord, quel regard porter sur l'avancée dans ce processus?
La détermination américaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, mais globalement dans la région des Grands Lacs. Et au-delà de cette détermination, c'est-à-dire la volonté américaine de réinvestir au Congo. Aujourd'hui, les matières premières critiques en RDC sont largement contrôlées par les Chinois. Et donc, on parle du cobalt, des lithium et autres, les 3T. Il faut souligner une chose. Ces matières premières sont aujourd'hui considérées comme une question de sécurité nationale aux États-Unis. Tout à fait. Dans un contexte de conflits géopolitiques, il y a d'une part la Chine, il y a les USA, mais il y a également l'Union européenne. Tout le monde veut, en tout cas, avoir accès à ces matières premières congolaises. Vous avez vu les projets, vous connaissez d'ailleurs le projet et corridor de Lobito qui avance rapidement. Il y a eu le lancement des travaux de préfaisabilité à Kinshasa il y a quelques jours. Ça rentre dans ces processus-là qui visent justement à permettre aux Américains d'avoir plus d'accès aux matières premières. Il s'est avéré que depuis le désengagement américain en RDC, la violence n'a jamais pris fin. Il y a une sorte de cercle, des cercles vicieux. Tout à fait. Et au-delà de ça, nous savons que les tireurs de ficelles sont en Occident, mais également ailleurs. Ces cercles obscurs-là qui tirent des ficelles pour la déstabilisation de la région des Grands Lacs, je crois qu'ils sont fatigués. Mais cela représente aussi les côtés actifs de la RDC. La diplomatie mise en place ces dernières années, la transparence, la volonté de mieux faire et puis qu'il y ait exploitation transparente des matières premières pour que cela bénéficie également aux populations locales. Cet ensemble de volontés a été manifesté dans la gestion des questions diplomatiques de la RDC. Et voilà, après, aujourd'hui, nous avons un deal en gestation avec les USA, mais nous savons que les échanges aujourd'hui avec le Rwanda, c'est une sorte de soubassement du plus grand accord qui doit venir. Je ne vois pas les Américains signer avec le Congo un accord au moment où avec le Rwanda, il n'y a pas encore de stabilité. Il y a beaucoup d'inquiétudes, certes, autour de ces contrats. Vous avez vu l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, cette organisation de la société civile, qui d'une part pointe les doigts l'opacité dans la nomination des membres de la cellule de coordination de l'accord RDC-USA. Ils évoquent des questions des favoritismes, ainsi de suite. Je ne voudrais pas aller plus en détail, mais il y a assez d'inquiétudes autour de cet accord. Mais moi, je crois de cet accord en gestation. Mais je crois que ce qui se passe actuellement au Rwanda, c'est enfin la volonté de remettre la stabilité. Il y a eu trop de morts, des millions de morts. Mais cela ne sous-entend pas qu'il ne peut pas y avoir réparation. Parce qu'il y a eu de morts, on ne peut pas passer de l'instabilité à la stabilité sans poser des questions. On évoque la question de la transition de la justice transitionnelle. Nous avons fait des travaux qui ont commencé il y a cela, je crois, quasiment 2 ans. Il y a des travaux déjà autour de la justice transitionnelle. Il y a l'ONU, des partenaires de la région, mais également internationaux de la RDC, qui tablent autour de cette question. Parce que toutes ces inquiétudes révèlent quand même quelque chose. Mais on est en train d'observer et de voir que la volonté y est. La volonté y est, mais il y a, les États-Unis, nous l'avons vu, mais il y a également les acteurs régionaux. Il y a d'une part les pouvoirs rwandais qui résistent parce que c'est qui est vrai. Le vrai problème aujourd'hui, les vrais soucis aujourd'hui, c'est le retour de la stabilité dans la région de la Grand Lac et principalement en RDC, qui ne profiterait pas au Rwanda forcément. En tout cas, on peut beau dire, on peut discourir, nous savons que les chaos est plus avantageux au pouvoir rwandais qu'en la République démocratique, qui est la République démocratique du Congo, parce que nous savons que la stabilité permettra le développement, la stabilité permettra la répartition quand même des ressources, la redevance minière qui sera au bénéfice des populations locales, là où il y a exploitation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les mines des Rubaya qui en bénéficient. Ça profite largement au Rwanda. Le pouvoir congolais. À l'heure où nous parlons, Igor Biwaka, la perspective d'une coopération minière entre la RDC et le Rwanda dans le cadre justement de cet accord qui va bientôt être signé suscite déjà des craintes
ici au niveau de la République démocratique du Congo, on craint, hein, certains affirment que cela pourrait faire perdre à la RDC sa souveraineté économique en ce qui concerne le contrôle même de ses ressources dans cette partie du pays. Est-ce qu'il y a des craintes véritablement et qu'il faut avoir à ce niveau-là? Évidemment, Patrick Lumbala, crainte ou pas, pour le moment, ça ne peut qu'au fait éveiller l'attention, encore la curiosité de tous. Puisqu'on parle d'un accord préliminaire de paix qui a été signé dernièrement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, évidemment pour une stabilité dans cette partie longtemps gangrénée par l'instabilité, à la suite évidemment des agressions de ces pays, le Rwanda. Et donc aujourd'hui, quand on parle de cet accord-là, on veut d'abord savoir quel en serait le tenant et aboutissant. Quel en serait le tenant et aboutissant. Et ça ne peut que non seulement susciter des controverses ou encore des inquiétudes de la part, n'est-ce pas, je dirais, des gouvernants, mais également de la part de la société civile, même de la population. Déjà, avant même de parler des inquiétudes autour de la coopération économique ou encore de ce qui sera en fait les retombées en perspective minière entre les deux pays, il faudrait d'abord évoquer, je dirais, rappeler en fait le principe fondamentaux qui, je dirais, régissent cet accord préliminaire de paix qui a été en fait signé dernièrement. On parle là, puisqu'il y en a eu 5, si on peut le dire de manière sommaire. Il y a d'abord le respect de l'intégrité territoriale. Avec ce qui s'est passé dans la partie est de la RDC, on se rend compte que l'intégrité territoriale de notre pays a été transgressée, violée sous le regard impuissant de la communauté internationale. Et du moment où on aboutit déjà, n'est-ce pas, à ce que j'appellerais en fait des préliminaires qui pourraient aboutir à un accord définitif, à une paix définitive dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo, c'est déjà un avantage pour la République démocratique du Congo. C'est, je dirais, un mérite. Je dirais même ce qu'on pourrait peut-être de manière, je dirais, précipitée, qualifier de la réussite diplomatique. Tout à fait. Parce que dans le temps, on ne reconnaissait pas le Rwanda comme le pays agresseur. Aujourd'hui, le Rwanda est accusé, le Rwanda est montré du doigt. Aujourd'hui, si on a mis la RDC d'un côté et de l'autre côté, on met le Rwanda sur la table des négociations, c'est pour justement mettre fin à cette situation. On l'a dit ici. Les États d'Amérique qui sont en train d'assurer la médiation visent autre chose. Ils visent également, n'est-ce pas, l'accès à ces minerais stratégiques. Aux minerais stratégiques de la République démocratique du Congo, longtemps contrôlés par la Chine. Et d'ailleurs, il faut rappeler ici, si aujourd'hui la Chine, elle est ce qu'elle est, c'est parce que d'un côté, elle avait la même mise sur les minerais stratégiques de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la Chine est une puissance économique incontournable. Voyez-vous, c'est grâce à cela. Et donc, qui contrôle, je dirais, les minerais de la RDC, contrôle en partie le monde. Et donc, les États d'Amérique, qui déjà, on ne peut pas se dire que c'est une puissance économique, mais justement, il vient encore s'affirmer davantage comme étant une puissance économique. Donc, je ferme cette parenthèse, je parlais de l'intégrité territoriale, justement, le principe qui régit en fait cet accord préliminaire de paix entre les deux pays. Donc aujourd'hui, c'est un mérite déjà pour la République démocratique du Congo qui reconnaît que sa souveraineté, son intégrité territoriale a été violée pendant 30 ans, créant désolation. Et donc, c'est reconnu même dans ces principes-là. Mais aussi, la conséquence logique, n'est-ce pas, de la reconnaissance du respect de l'intégrité territoriale va donc aboutir à ce qu'on appelle la cessation des hostilités. Et qui parle de cessation des hostilités, mais qui est le plus grand perdant? C'est le Rwanda, effectivement. Dans cet aspect de choses-là. Donc, justement, du coup, c'est vrai que pour moi, ces inquiétudes-là, on les manifeste parce qu'on veut voir clair. On ne veut pas qu'on va aller vraiment sur la table de négociation et que la République démocratique du Congo brade ses minéraux. Tout à fait. Non. Non seulement brader les minerais, mais aussi faire entrer le Rwanda comme un acteur majeur dans la chaîne des valeurs des minerais congolais. Voilà, c'est même pour cette raison-là, on a parlé toujours dans cet accord préliminaire de la mise en place d'un cadre d'intégration régionale économique. Qui parle de ces cadres d'intégration régionale économique, c'est-à-dire quoi? C'est pour faciliter la coopération interétatique dans la région. Voyez-vous? Donc on sait pertinemment que le Rwanda, quoi qu'il en soit, il restera indéfiniment pays voisin de la République démocratique du Congo. Même si nos relations se sont au fil des années détériorées, mais c'est un fait. Et donc, la mise en place de ces cadres, c'est là même qu'il faudrait un tout petit peu attirer l'attention du gouvernement, mais également de tout le monde.
on parle de la mise en place d'un cadre. On ne sait pas ce que va constituer au fait ces cadres d'intégration économique régionale, mais c'est là maintenant qu'il faudrait que la partie congolaise puisse s'affirmer. Tout à fait. C'est-à-dire la partie congolaise doit faire en sorte qu'on soit bénéficiaire, qu'on soit vraiment bénéficiaire de ces deals qui sont en train de se préparer. Que l'on ne donne pas au Rwanda la possibilité de transformer les minerais que nous produisons en République démocratique du Congo. Puisqu'on dit qu'on est un pays souverain, pourquoi ne pas produire et transformer sur notre propre sol? Donc, ce fait, l'inquiétude pour moi, en tout cas, devrait se résumer à cet aspect de choses-là. Tout à fait. Puisqu'aujourd'hui, si on accorde les monopoles de transformation de minerais au Rwanda, mais il en sortirait le plus grand gagnant. Tout à fait. Et aux grandes dames de la population congolaise. S'apparenter à ce qu'on pourrait qualifier d'une prime d'agression. Voilà. Si on récompensait le Rwanda, c'est pour cette raison, on doit être beaucoup plus regardant. C'est vrai qu'il y avait une cellule de suivi du partenariat DRC-USA qui a été mise en place. Et même si la société civile est en train de contester les personnes qui ont été choisies pour gérer cela, mais en fait, à ces personnes, qui sont des responsables congolais qui constituent en fait cette cellule-là, mais ils sont, après tout, sont des Congolais. Tout à fait. On espère qu'ils vont défendre l'intérêt de la République démocratique du Congo. Tony Antoine Dibendila, dans quelle mesure cet accord peut apporter du changement, notamment pour les communautés de la partie est de la RDC qui ont beaucoup souffert, mais aussi qui n'ont pas assez bénéficié des richesses de cette partie du pays? Je voudrais commencer par évoquer la question des inquiétudes liées peut-être à la participation du Rwanda dans la chaîne de valeur des minerais de la RDC. Je crois que l'accord aujourd'hui entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, nous avons vu quelques points principaux. Il y a des engagements militaires, ce qui sous-entend que le Rwanda a fait accepter qu'il a des troupes sur le sol congolais. Quand on parle des engagements, et qu'il va se retirer. Donc l'armée rwandaise va se retirer. Au-delà de ça, je crois que l'accord n'est pas parfait et on estime que l'accord ne peut pas être parfait. Si on regarde les faits, on prend les faits, on sait qu'au stade actuel, sur le plan militaire, ça sera compliqué de récupérer les territoires conquis par l'ennemi qui s'est organisé pour envahir les Congo. Je crois que vous avez suivi les experts qui l'ont dit. Ces attaques massives découlent du fait que les Rwandais et ses alliés ont pris le temps de s'organiser et d'organiser ces offensives. Donc aujourd'hui, à l'état actuel, ça sera compliqué de récupérer ces territoires. C'est pourquoi d'ailleurs on a accepté cet accord. Vous vous souviendrez qu'à l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, il y a eu quand même des avancées en termes d'échanges. Les Congos avaient proposé d'ailleurs avaient proposé des accords. Le Rwanda allait commencer à raffiner certaines matières premières, l'or et les autres matières sur son territoire. Il y avait même un projet d'érection d'un village par les Rwandais au Congo. Les Rwandais allaient construire une cité là pour les réfugiés congolais, ainsi de suite. Vous voyez, on était en train d'échanger. Les Congo, en tout cas, la politique du président Tshisekedi n'envisageait pas écarter les Rwandais de la chaîne des valeurs congolaises. Ça n'a pas été la politique congolaise. Mais après, s'il n'y a pas eu des intérêts des Rwandais, c'est-à-dire les conflits armés imposés au Congo, l'agression rwandaise, je crois qu'on allait aboutir à quelque chose et peut-être qu'on allait aller un peu plus loin. Mais aujourd'hui, au regard du sabotage rwandais, à l'égard de cette volonté congolaise, on se rend compte plus tard qu'on est maintenant aujourd'hui obligé de repasser par ces canaux-là. Parce que déjà, cette partie est, c'est quasiment enclavé. On ne sait pas, même si on disait, bon voilà, on aura construit nous-mêmes nos raffineries plus tard pour raffiner les minerais, ça ne sera pas à l'immédiat. Il faudrait attendre encore des années et des années. À ce moment-là, moi je crois qu'il faudra quand même être réaliste. Peut-être si le Rwanda aura quelques retombées positives dans cet accord, je crois que les plus grands gagnants, ce sera la République démocratique du Congo. Parce que premièrement, on aura préservé les vies, on aura les contrôles de l'ensemble de notre territoire, on aura la stabilité, on aura la possibilité de se rendre compte qu'on peut produire nos minerais et prendre les redevances, faire bénéficier les populations locales. C'est-à-dire qu'il y a des déplacés de guerre, vous le savez, il y a des réfugiés congolais qui sont à l'étranger, il y a des victimes.
largement compliqué. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a la paix, ce sera déjà les premiers avantages pour la population congolaise. Mais au-delà de ça, on aura la possibilité de se réorganiser, d'organiser notre armée. Parce que la vérité est que la finalité est que nous ayons une armée solide, capable de protéger l'ensemble de notre territoire et de dissuader les ennemis environnants. Déjà, aujourd'hui, si on n'est pas assez capable de faire d'avoir une armée d'une telle envergure, on peut passer par les accords tout en espérant pouvoir réorganiser notre armée. Effectivement, ça c'est très important. Alors, Igor Biwaka, on va terminer avec ce chapitre. Avec vous, les États-Unis ont justement parrainé cet accord. C'est vrai que le processus est encore en cours. Est-ce que le fait que ce soit les États-Unis, finalement, c'est une garantie que l'accord soit appliqué, respecté? Parce qu'on sait que dans la sous-région, dans la région des Grands Lacs, il y a eu des accords d'Addis Abeba, accord cadre d'Addis Abeba, le Rwanda ne respecte toujours pas. Est-ce que le fait que ce soit cette fois les États-Unis, c'est une garantie du respect et de la mise en œuvre effective de cet accord? Je dirais oui, mais pas de manière aussi donc brisque, encore brute. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, comme vous l'avez rappelé ici, autant d'accords, il y a eu au fait autant de pourparlers avec d'autres personnes qui ont assuré la médiation. D'ailleurs, la dernière, on avait délégué ici le président du Togo, Faure Gnassingbé, qui assure en fait la médiation également dans le cadre toujours de ces pourparlers. Dans le cadre de l'Union africaine. Évidemment, mais qui malheureusement n'aboutit toujours pas. Dernièrement, d'ailleurs, je vis Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui a reçu la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, dont la République démocratique du Congo est membre, une organisation qui également a pour mission, entre autres, de veiller, n'est-ce pas, à la quiétude entre les États membres qui constituent cette organisation, et qui est également en train d'essayer un tout petit peu de rétablir, au fait, les accointances qu'il y a entre les deux États. Pourquoi? Parce que la RDC, déjà, de manière officieuse, ça menaçait de quitter cette organisation-là. Pourtant, avec le nombre de locuteurs qui s'expriment en langue française, ça a déjà inquiété la France. Ça a inquiété également l'organisation pour cette raison qu'ils ont voulu, en tout cas, remettre les choses sur les rails. Et ils s'inquiètent. Ça préoccupe, n'est-ce pas, ces États-là. Ça préoccupe, en fait, l'organisation avec raison. Aujourd'hui, les Américains se sont imposés. L'avènement, en fait, des Américains dans cette situation, déjà, le président Trump l'avait rappelé. Il avait tapé les poings sur la table pour dire que voilà tout ce que l'on veut, et que ça aboutisse. Que la paix revienne, tout simplement. Et une fois que la paix reviendra, ça sera pas non seulement bénéfique à la RDC, moins encore au Rwanda, mais ça sera encore plus bénéfique aux USA. On a parlé ici encore, pour balayer ça de manière beaucoup plus vite, on a parlé au fait de l'organisation de l'armée congolaise. Toujours dans le cadre de ces principes, il a été soulevé le désarmement, n'est-ce pas, des groupes armés, mais également l'intégration de ces groupes armés non étatiques, l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Alors, il y a de ceux-là qui confondent, qui pensent qu'on parle de l'intégration des groupes armés. On revient au mixage, au brassage. Au brassage, etc. Non, loin de là. On parle déjà, ce qui est intriguant ici, c'est le fait qu'on a mis en exergue cet adjectif, l'intégration conditionnelle des groupes étatiques, des groupes armés non étatiques, mais pas non étrangers. Pas des groupes, je dirais, des groupes armés étrangers, non étatiques. C'est-à-dire qu'on suppose, et vrai, c'est vrai, dans ce groupe armé, même s'il y a des Congolais qui sont majoritaires dans ce groupe armé, ou encore minoritaires, mais il y a quand même des étrangers qui sont là. Donc je pense bien que l'accent également, l'inquiétude également, devrait porter sur ça. C'est-à-dire que lorsqu'on accepte d'intégrer ces groupes armés, n'est-ce pas, dans l'armée congolaise, il faudrait faire en sorte que, n'est-ce pas, qu'on ne verse pas, évidemment, dans le brassage ou encore dans les mixages. Et effectivement, qu'on ne verse pas dans le brassage ou le mixage. Le débat, il y a beaucoup à dire, mais nous sommes obligés de tourner ce chapitre pour évoquer autre chose.